Le 4 février 2007, dans la nuit, le 911 reçoit un appel inquiétant. Un jeune garçon totalement paniqué avoue qu'à la suite d'hallucinations, il s'en était pris à sa petite sœur de 4 ans. Mais vous allez découvrir que la réalité est beaucoup plus sombre et complexe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'affaire dont je vous parle aujourd'hui est, de mon point de vue, l'une des plus dérangeantes que j'ai pu traiter, mais aussi l'une des plus intéressantes. Il y a quelques jours, je vous avais fait passer un petit sondage pour vous demander si, selon vous, l'amour que l'on porte à un enfant est inconditionnel. Je suis sûre que vous avez été nombreux à répondre car au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas encore vu vos retours. Mais je vais vous demander aujourd'hui de regarder cette affaire jusqu'au bout car c'est une affaire vraiment très particulière. Aussi, je vous invite à vous installer confortablement afin de découvrir ensemble tous les détails de l'affaire Paris Bennett. Pour bien comprendre l'affaire d'aujourd'hui, il faut d'abord se pencher sur la mère de Paris, Charity. Charity naît le 26 octobre 1973 dans une famille très aisée. Ses parents, notamment son père, Bobby, étaient à la tête d'une entreprise de transport prospère. La famille vivait dans un ranch très luxueux. Ses parents se connurent très jeunes et rapidement après sa naissance, ils se séparèrent. Mais alors qu'elle n'avait que 6 ans, son père fut assassiné chez lui. À partir de là, l'enfance de Charity va être très perturbée, car c'est sa mère qui fut soupçonnée du meurtre de son père. En effet, alors qu'ils étaient officiellement divorcés, ses parents s'étaient envolés plus tôt pour Las Vegas, où ils s'étaient de nouveau mariés. 57 heures plus tard, il était retrouvé mort derrière sa porte d'entrée, tué de 4 balles. Kayla, la mère, fut accusée d'avoir engagé pour 50 000 dollars un tueur à gages pour éliminer son mari et ainsi profiter de sa fortune. Elle sera arrêtée et passera 6 semaines en prison. Finalement, elle sera jugée non coupable après 11 jours de procès. Les enquêteurs n'avaient réussi à trouver ni le tueur ni l'arme du crime. Pour sa défense, elle racontera que son mari était lié à la mafia et à certains cartels de la drogue. Il avait ainsi été victime de règlements de compte et elle n'y était pour rien. Cette affaire fit la une des journaux et perturba fortement Charity car au-delà de la douleur d'avoir perdu son père, elle devait faire face à tous ceux qui lui disaient que sa mère était une meurtrière et qu'elle avait tué son père. À partir de là, lorsqu'elle se disputait avec d'autres enfants, il la pointait du doigt en lui disant qu'elle était la fille d'une meurtrière. Alors qu'elle ne manquait de rien matériellement, elle vivait dans un luxueux ranch, fréquentait les meilleures écoles privées, elle se sentait délaissée. Sa mère était froide, distante. Tout ce que faisait Charity n'était pas assez bien. De plus, après la mort de son père, sa mère se remaria 6 fois. D'ailleurs, c'est durant cette période que Charity se fit la promesse que si un jour elle avait des enfants, elle s'en occuperait et les aimerait inconditionnellement. Charity était considérée comme une enfant intelligente, elle travaillait bien à l'école, elle avait un an d'avance sur le cursus traditionnel. Elle obtiendra d'ailleurs son diplôme en avance et avec les honneurs. Cependant, à l'âge de 17 ans, par le biais de relations douteuses, elle sombra dans l'héroïne. À ce moment-là, sa mère va lui donner 100 euros et elle lui dira « Tu peux choisir d'utiliser cet argent pour prendre un nouveau départ, ou alors tu peux choisir cet argent pour t'acheter de la drogue et ensuite tu n'auras plus qu'à choisir un endroit pour faire une overdose. » Charity entra en cure de désintoxication, elle réussit à se sortir de la drogue, mais très rapidement, elle sombra dans une profonde dépression. Elle était à un point de sa vie où elle n'avait plus d'espoir et elle passa un contrat avec elle-même. Si elle n'avait pas réussi à s'en sortir dans 3 mois, elle ferait une overdose et se suiciderait. Et, comme un signe du destin, c'est durant ces 3 mois qu'elle tomba enceinte de Paris. Tout changea alors pour elle. Elle qui n'avait pas de but, qui ne se sentait pas aimée, allait à présent avoir la chance de devenir mère. Elle voulait devenir cette mère qu'elle aurait tant voulu avoir mais qu'elle n'avait jamais eue. Cette nouvelle était le miracle qu'elle attendait, elle dira d'ailleurs à plusieurs reprises que Paris avait littéralement sauvé sa vie. Paris vint au monde le 10 octobre 1993. Elle était folle de joie, la toxicomanie était derrière elle et son petit garçon était sa nouvelle raison de vivre. Le père, qui souffrait de schizophrénie paranoïaque, n'était qu'une histoire éphémère dans la vie de Charity. De plus, il n'était pas stable et ne joua aucun rôle dans la vie de son fils. Paris
était un petit garçon en apparence comme tous les autres, mais il était particulièrement créatif, talentueux et intelligent. Il est ce que l'on peut communément appeler un génie. Selon Charity, Paris était un petit garçon extrêmement calme. Il avait été évalué à 13 ans et on lui avait trouvé un QI de 141. D'ailleurs, pour beaucoup de ses professeurs, il était l'élève le plus intelligent qu'il n'avait jamais eu. Paris et Charity vivaient heureux ensemble. Mais quand Paris eut 8 ans, sa mère tomba de nouveau enceinte. Cette nouvelle ne plut pas du tout à Paris. D'ailleurs, lorsque sa mère lui annonça la nouvelle, il se montra très en colère et quitta la pièce. Il ne voulait pas d'un petit frère ou d'une petite sœur, tous les deux étaient très heureux, donc pourquoi avoir un autre enfant? Durant toute la grossesse, Paris ne s'impliqua pas, il refusait de toucher le ventre de sa mère, de participer aux préparatifs de la naissance de sa future petite sœur. Cela prenait de telles proportions que Charity appréhendait l'arrivée de sa petite fille. Ella naît le 12 avril 2002. Et c'est avec beaucoup d'appréhension qu'elle mit la petite fille dans les bras de son grand frère Paris pour la première fois. Ella, contre toute attente, un sourire radieux apparut sur son visage et il s'écria « Oh maman, comme elle est jolie !» Paris avait alors, à la naissance de sa sœur, 8 ans. À partir de ce moment-là, les choses changèrent. Paris semblait ravi d'avoir une petite sœur. Ils étaient très proches, comme vous pouvez le voir sur différents films de famille. Ella, talk to us, Ella. Talk. Come on, Ella. Talk to me. Talk to me. Comme avec Paris, le père d'Ella, qui lui souffrait d'alcoolisme, ne s'impliqua pas dans la vie de sa fille. La famille était donc composée de Charity, Paris et Ella. Charity faisait tout son possible pour être elle-même la mère dont elle avait toujours rêvé. Elle donnait beaucoup d'amour à ses enfants, était très investie dans son rôle de mère, de plus elle travaillait beaucoup et parallèlement elle étudiait à l'université. Ella était une mignonne petite fille, elle était extravertie, elle aimait danser, se déguiser et chanter. Elle avait une sacrée personnalité, elle aimait bien mener son monde par le bout du nez. Elle pouvait se montrer autoritaire, impertinente, mais c'était aussi une adorable petite fille aimante et attentionnée envers sa mère et son grand frère. D'ailleurs, elle était folle de son grand frère et Paris semblait adorer Ella. Ils jouaient souvent ensemble, ils étaient vraiment très proches. C'est même lui qui avait pris pour habitude chaque matin de choisir ses vêtements. Tous les trois vivaient dans le bonheur, du moins ils semblaient heureux. Mais alors que Paris avait 11 ans et Ella 3 ans, Charity replongea dans la drogue. Elle ne tomba pas cette fois-ci dans l'héroïne, mais devint accro à la cocaïne. Charity, qui tenait Paris en grande estime, ne cachait rien à son fils. Malgré ses 11 ans, elle semblait entretenir une relation d'égal à égal avec son fils. Le fait que celui-ci était un enfant très intelligent et mature en faisait pour elle une oreille attentive, son seul interlocuteur à qui elle pouvait tout dire, tout confier. Elle ne lui cachait rien et lui avait fait part de son addiction à l'héroïne. Elle lui avait même dit que c'était lorsqu'elle avait su qu'elle était enceinte de lui qu'elle avait pu s'en sortir et prendre un nouveau départ. Paris était donc au courant de l'addiction de sa mère car elle lui en avait parlé. De toute façon, il s'était bien rendu compte que depuis un certain temps, elle avait changé de comportement. Mais cette rechute fut un véritable coup dur pour Paris. Depuis quelque temps, Charity essayait de monter sa propre affaire, cela lui demandait beaucoup de travail. À côté de ça, les nuits étaient plutôt courtes. Elle était maman célibataire de 2 enfants. Aussi, pour tenir le choc, elle se mit à consommer de la cocaïne et ce durant 6 mois, avant de s'arrêter de nouveau. Paris, qui était très intelligent et mature pour son âge, prit la rechute de sa mère comme une trahison. Après, vous allez voir que le fait que sa mère ait pris de la cocaïne pendant 6 mois ne peut pas expliquer les horreurs qu'il a fait subir à sa petite sœur. Il se mit alors à la détester. Il commença à avoir un comportement de plus en plus complexe et étrange. C'était une période de sa vie assez perturbante. Durant les mois précédents, la famille déménagea plusieurs fois, en plus de faire face à l'addiction de Charity. Et finalement, ils s'installèrent dans le ranch de Kayla, la grand-mère. La petite famille ne vivait pas durant cette période dans la plus grande stabilité. Charity, en allant vivre chez sa mère, espérait ainsi retomber un peu sur ses pieds pour mieux repartir, mais les choses ne vont pas se passer comme elle l'aurait voulu.
La relation entre les deux femmes était très tendue et vivre ensemble contribua à réactiver certaines tensions. Pour les enfants, la situation était difficile à vivre et Paris, qui avait alors 11 ans et demi, commença à faire des choses inquiétantes. Il faisait tout pour attirer l'attention. Il se montrait de plus en plus menteur et manipulateur. Parfois, par frustration, il pouvait se taper la tête contre les murs jusqu'à se faire saigner et avoir des hématomes. Son comportement interpellait et inquiétait énormément sa mère ainsi que sa grand-mère. Un jour, alors qu'il jouait avec sa sœur, il cassa l'un de ses jouets, la petite fille se mit alors à pleurer et alla se plaindre auprès de sa mère. Charity gronda alors son fils qui le prit très mal. En colère, il attrapa un couteau et se mit à partir en courant avec le couteau à la main. Affolée, Charity et sa mère, qui étaient présentes à ce moment-là, se mirent à le poursuivre. À un moment donné, alors qu'il était rattrapé, il se retourna et se mit à brandir le couteau en direction de sa mère comme s'il allait l'attaquer. Les deux femmes réussirent à le maîtriser, elles réussirent à lui prendre le couteau, mais cet épisode choqua particulièrement Charity qui décida de le mener voir un psychiatre pour une évaluation. Selon ce dernier, il avait des idées suicidaires et des envies de meurtre. Il était obsédé par les fusillades. Aussi, il recommanda à Charity de l'interner dans un hôpital psychiatrique afin qu'il y soit soigné. Kayla, la mère, se proposa de prendre en charge tous les frais d'hospitalisation et il fut interné. Mais au bout d'une semaine, Charity alla récupérer son fils car elle ne pouvait pas se résoudre à le laisser là-bas. Cet épisode marqua à jamais Paris, qui s'était senti à ce moment-là rejeté, abandonné par sa mère, qui lui avait pourtant juré de ne jamais l'abandonner. Les relations entre Charity et sa mère se détérioraient de plus en plus, notamment depuis l'épisode du couteau de Paris. Kayla, la grand-mère, trouvait sa fille beaucoup trop gentille, pas assez ferme avec son fils, qui avait selon elle manifestement des problèmes d'ordre psychiatrique. Dans la foulée, la famille quitta le domicile de Kayla et s'installa à Abilene, au Texas. Paris avait alors 13 ans et elle a 4 ans. Charity trouva un emploi dans un restaurant Buffalo Wild Wings. Elle espérait que les choses allaient s'apaiser. C'était pour elle un nouveau départ. Le 4 février 2007, c'était le week-end du Super Bowl et, pour l'occasion, à cause de l'affluence au restaurant, Charity devait finir plus tard que d'habitude. Elle fit donc appel à une babysitter qui venait quelquefois garder les enfants durant son absence. Ce jour-là, la jeune femme fit manger les enfants, elle regarda Alice au pays des merveilles avec Ella pendant que Paris était dans sa chambre. Puis, elle coucha Ella. Vers 21h30, Paris revint dans le salon où elle se trouvait et il réussit à la convaincre de rentrer plus tôt que prévu chez elle. Il lui dit alors que sa sœur était endormie et qu'il allait lui aussi se coucher. Il réussit à convaincre sa babysitter qu'il n'y avait aucun danger et de toute façon, dans tous les cas, il connaissait bien les numéros d'urgence. Ella était en effet déjà couchée, elle dormait paisiblement, il n'y avait en apparence aucun risque. D'autant plus que Charity devait revenir dans la nuit, la babysitter décida donc de rentrer chez elle. Après avoir refermé la porte derrière elle, Paris se rendit dans la cuisine où il prit un couteau. Puis, il se dirigea vers la chambre d'Ella qui dormait à poing fermé. Il se rapprocha calmement de son lit et se mit alors à poignarder sa petite sœur de 4 ans, méticuleusement, lentement, à 17 reprises. Mais ce n'était pas une attaque sauvage, un assaut enragé, non. Les incisions étaient nombreuses et peu profondes, comme s'il souhaitait la faire souffrir. Après cet acte horrible, il téléphona à l'un de ses amis avec lequel il resta 6 minutes au téléphone et c'est seulement après cet appel qu'il contacta le 911. Il racontera à l'opératrice qu'il s'était réveillé dans la nuit et qu'il avait cru que sa sœur était un démon. Aussi, pris de panique, il l'avait tuée. L'opératrice lui demanda alors de faire un massage cardiaque à sa sœur en attendant que les secours arrivent. Il va se montrer réticent, il dira que sa sœur était déjà morte et que cela ne servait à rien. Mais devant l'insistance de l'opératrice, il accepta de procéder au massage cardiaque. On entend d'ailleurs dans l'enregistrement Paris qui compte. Mais en fait, il faisait semblant. Il dira d'ailleurs par la suite qu'au moment de l'appel, il n'était même pas dans la même pièce que sa sœur. Je vous mets l'appel au 911 qui est assez bouleversant. I accidentally killed somebody. You think you killed somebody? No, I know I did. I feel so messed up. Is she breathing right now? No.
and I was hallucinating. You were hallucinating? Yes, and I thought my sister was a demon, and I killed her. I want you to start CPR, okay? What I want you to do is take her off the bed. No, I know for a fact that she's dead because I. Do you want to go ahead and try? It might still help, okay? No, I don't think it'll help because. Come on, Paris, work with me. I'm. Okay, Paris, Yes. take her off the bed and put her on the floor. Okay, hold on. Please don't hang up. I'm not hanging up on you. I thought she was a demon. Okay. Okay, she's on the floor, but I can't stay here because she's all bloody and Paris, stuff. what I want you to do is I want you to put your hands on her chest, Mhm. okay? And I want you to push 30 times. I want you to count Okay. all the way to 30 and then blow 2 breaths in her mouth, okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois arrivés sur les lieux, les policiers découvrirent le corps de la malheureuse petite fille, inanimée et couverte de sang. Ils étaient plus que choqués, ils étaient remplis d'effroi devant cette scène d'horreur. Comment un enfant de 13 ans avait pu faire ça à sa petite sœur? Ils arrêtèrent immédiatement Paris, qui n'opposa aucune résistance. Ce sera 4h30 plus tard, vers 2h du matin, que la police se présentera au travail de Charity. Ils demandèrent à lui parler dans le bureau et là, ils lui annoncèrent que quelque chose était arrivé à Ella. Un frisson parcourut Charity qui s'affola instantanément. Elle demanda apeurée à ce qu'on l'amène voir sa fille. C'est alors que les policiers lui dirent que sa petite fille, Ella, était morte. Sous le choc, elle resta immobile, hagarde, le regard dans le vide. Elle ne prononça aucun mot. Et quelques instants plus tard, elle demanda des nouvelles de Paris. Les policiers lui répondirent alors qu'ils n'avaient rien, il était en sécurité avec eux. Elle se ressaisit et à ce moment-là, elle voulut tout de suite partir le retrouver. Et c'est là que les policiers lui annoncèrent la triste réalité. C'est Paris qui avait tué Ella. À ce moment-là, elle plongea dans un trou noir, plus rien n'avait de sens. Charity fut emmenée au poste afin d'être interrogée. Les enquêteurs cherchaient à savoir ce qui avait bien pu se passer. Pourquoi un garçon de 13 ans avait-il si sauvagement assassiné sa sœur? Elle fut ensuite relâchée le lendemain à 6h du matin. Elle ne put voir son fils que bien plus tard dans la soirée, presque 24 heures après le meurtre. Paris était dans un centre de détention pour mineurs, il était enfermé dans une pièce, habillé en orange. Charity se précipita sur lui, le serra dans ses bras en pleurant. Mais il resta froid, raide, elle ne le reconnut pas. Ce n'était plus son fils, son regard avait changé. Dans ses premières déclarations à la police, il raconta qu'il avait cru que sa sœur était un démon et il l'avait tuée. Il expliqua alors que ce soir-là, il dormait à côté d'Ella et il s'était réveillé terrifié. Sa sœur avait pris la forme d'un démon enflammé se moquant de lui. Il l'avait alors poignardé. Durant les 3 heures où il fut interrogé, il changea 3 fois de version. Les policiers avaient du mal à croire en sa version. Ils avaient la preuve qu'il avait menti à propos du massage cardiaque. De plus, sa façon de réagir semblait bizarre. Il essayait de pleurer mais n'avait aucune larme. Il semblait jouer un rôle. Le lendemain du drame, sous le choc, Charity se trouvait quant à elle dans le bureau de l'avocat qui allait assurer la défense de son fils. C'était une situation très complexe, elle était à la fois la mère de la victime et la mère du meurtrier présumé. Les résultats de l'autopsie révélèrent qu'Ella avait été étranglée, frappée et poignardée. Mais le plus dérangeant, c'est que les analyses révélèrent que du sperme de Paris se trouvait sur sa sœur, dans le lit et sur le pyjama qu'il portait le soir du drame. L'hypothèse de l'abus sexuel fut alors envisagée. Cependant, l'autopsie ne révéla aucune trace de violence sexuelle sur la pauvre Ella. Interrogée à ce sujet, Paris raconta là encore plusieurs versions différentes et tout cela dans le but de faire souffrir sa mère, car vous verrez que derrière les barreaux, il n'aura de cesse de vouloir blesser sa mère. Dans un premier temps, il raconta qu'il avait ce soir-là regardé du porno plus tôt dans la soirée, dans le lit d'Ella, ce qui expliquerait que son sperme soit retrouvé là.
L'analyse de son téléphone portable confirmera que ce soir-là, du porno avait été consulté, mais ce n'était pas du porno dit traditionnel, il avait regardé ce que l'on appelle des snuff movies. Le snuff movie, c'est un film généralement pornographique qui met en scène la torture et le meurtre d'une ou plusieurs personnes. Dans certains de ces films, on peut aussi voir le viol, le meurtre et la torture de réels enfants. Au départ, Charity crut en la version de son fils, il avait été victime d'un coup de folie et avait tué sa petite sœur. Elle y croyait d'autant plus que son père était lui-même malade, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il souffrait d'une schizophrénie paranoïaque et on dit qu'il y a un facteur héréditaire dans la schizophrénie. Mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, elle doutait de plus en plus de la sincérité de son fils, jusqu'à ce qu'une visite lui ôte tous ses doutes. Ce jour-là, elle se rendit au centre de détention pour le voir. Elle était très perturbée par tout ce que lui disaient les différents enquêteurs. Elle venait d'apprendre pour le sperme retrouvé dans le lit. Elle savait à présent qu'Ella avait été victime de 17 coups de couteau et elle décida de confronter son fils. Elle commença à lui demander des comptes, mais il restait silencieux. Elle se mit alors à lui crier dessus, elle lui demandait pourquoi il agissait ainsi, pourquoi il ne lui répondait pas. Tout à coup, il se leva brutalement, il frappa sur la table, regarda sa mère droit dans les yeux en lui disant de la fermer. Charity ne croyait pas ce qu'elle venait de voir, elle n'avait jamais vu son fils ainsi. Il la regarda alors droit dans les yeux et ajouta « Qu'est-ce que tu peux être stupide ? Aucun d'entre vous ne me connaissait vraiment. Personne ne savait qui j'étais durant tout ce temps. » Et là, il se mit à lui rire froidement au visage. Il lui dit ensuite « Tu as toujours dit que tu serais incapable de tuer quelqu'un sauf si un jour on s'en prenait à l'un de tes enfants. Donc que vas-tu faire maintenant ?» Charity était totalement sous le choc. Pour la première fois, son fils tomba le masque et se montra tel qu'il était vraiment, un psychopathe froid et manipulateur. Après cet épisode, il refusa de voir sa mère, mais celle-ci ne pouvait se résoudre à ne plus le voir. Il restait son enfant, et tous les jours elle se présentait au centre de détention, mais lui refusait systématiquement de la voir. 6 mois après le meurtre, il passa devant le tribunal pour mineurs. Ce fut une nouvelle épreuve pour sa mère, qui était à la fois mère de la victime et du meurtrier. Elle ne savait pas vraiment comment se positionner, de quel côté se placer. Il plaida coupable et fut condamné à la peine maximale pour un mineur, soit 40 ans. En prison, il refusait toujours de voir sa mère qui ne l'abandonnait pas. Il subit de nombreuses évaluations psychiatriques et on le diagnostiqua psychopathe et souffrant d'une pathologie narcissique. Il communiquait peu et seulement par écrit, il dessinait et écrivait des lettres. Cependant, Charity continuait à vouloir être présent pour son fils en dépit des circonstances. Finalement, il accepta les visites de sa mère. C'était pour lui l'occasion de continuer à la faire souffrir. Il disait qu'il voulait lui faire payer le fait qu'elle était retombée dans la drogue, il voulait lui faire du mal, la faire souffrir. Après, était-ce la réelle raison de l'assassinat de sa sœur ou était-il simplement jaloux de devoir partager l'attention de sa mère avec sa petite sœur? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, un jour, lorsqu'elle lui demanda pourquoi il avait fait cela, il lui raconta que dans un premier temps, il avait pensé la tuer, elle aussi, mais en y réfléchissant, il s'était dit que la pire douleur serait pour elle de perdre ses 2 enfants à la fois. Sa fille, car il l'avait tuée, et son fils, car c'était lui le meurtrier. Il lui dit qu'il était prêt à tout pour cela, même passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Sadiquement, pendant 5 à 6 ans, il va se servir de cette histoire d'agression sexuelle pour torturer sa mère. Il raconta d'abord que malgré que son sperme fût retrouvé, il n'y avait pas de motif sexuel. Il n'avait pas regardé de porno, mais il avait seulement fait tourner une vidéo pour lui faire croire qu'il avait regardé du porno. Puis, une autre fois, il raconta qu'il avait abusé de sa petite sœur en racontant certains détails. Il aurait abusé d'Ella et l'aurait tuée pour dissimuler le viol. Et finalement, il reviendra aussi sur ses déclarations. Personne ne sait d'ailleurs vraiment les horreurs qu'il a pu faire subir à la pauvre Ella. Un jour, il a également agressé sa mère lors d'un parloir. Il l'a attrapée, l'a plaquée contre le mur et l'a étranglée. Ce jour-là, elle a vraiment cru qu'il allait la tuer, mais finalement, il a relâché son étreinte et l'a laissée partir. C'est cette fois-là qu'elle comprit que s'il sortait un jour, il pourrait s'en prendre à elle. D'ailleurs, un psychiatre ayant évalué Paris lui conseilla d'arrêter de le voir.
Selon lui, elle devrait couper les ponts avec son fils et disparaître car lorsqu'il sortira, il y avait de fortes chances qu'il s'en prenne à elle. Charity n'a à aucun moment pu se résoudre à ne plus le voir, elle n'a jamais cessé de garder le lien avec son fils. 6 ans après le meurtre d'Ella, elle est de nouveau tombée enceinte et a eu un petit garçon nommé Phoenix. Le prénom de son dernier enfant est d'ailleurs assez révélateur, Phoenix comme l'oiseau légendaire qui renaît de ses cendres. Contre l'avis des psychiatres, Charity a mis Paris au courant de l'existence de ce petit frère. D'ailleurs, à la naissance, le petit garçon a rencontré de graves problèmes cardiaques et Paris aurait pleuré lorsqu'il a appris la nouvelle. Alors, était-ce une posture, une peine sincère? Écoutez, je vous laisse en juger. Il écrit d'ailleurs régulièrement des lettres à Phoenix, il met ces lettres dans une boîte dans le but de lui donner plus tard. Depuis ce drame, Charity a créé une fondation, The Ella Foundation. Celle-ci a pour but d'aider et de soutenir les victimes de violences, les familles ayant vécu un assassinat. Aujourd'hui, elle conseille de nombreuses familles de victimes de meurtres. Elle a participé à de nombreuses émissions télé pour partager son expérience. Malgré les nombreuses mises en garde, elle continue à entretenir le lien avec Paris. Et lorsqu'on lui demande pourquoi, elle répond qu'elle veut enseigner à son dernier fils, Phoenix, ce qu'est l'amour inconditionnel. Paris a néanmoins clairement raconté lors d'un parloir avec sa mère que lorsqu'il serait libéré, il la tuerait. Pour les psychiatres étudiant son cas, son petit frère Phoenix est aussi en danger. Il sera éligible à une libération dans 5 ans, en 2027. Il aura alors 33 ans. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait froid dans le dos de savoir qu'il pourra être libéré si jeune après le crime horrible qu'il a pu faire. D'autant plus qu'en tant que psychopathe, il n'a montré aucun regret ni remords. Après, ce n'est pas parce qu'il est éligible à une libération qu'il sortira forcément. En tout cas, au final, il sortira quoi qu'il en soit au bout de 40 ans, soit à 53 ans. Charity dit avoir conscience des risques et elle dit que si un jour elle sent que Phoenix est en danger, elle s'éloignera et coupera les ponts avec Paris. I think we all know I'm capable of doing unspeakable things. The question now is, will I ever do something like that again? Paris a été diagnostiqué comme psychopathe et son cas est devenu célèbre, d'autant plus qu'il a participé à de nombreuses émissions, dont la plus populaire est celle de Piers Morgan. Dans cet entretien, il admet à Piers que le meurtre a été motivé par un désir d'infliger de la douleur à sa mère. Il dira « L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de tuer ma sœur, et pas quelqu'un d'autre, c'est parce que je savais qu'en faisant cela, je pourrais blesser ma mère de la pire façon possible, car j'ai toujours su enfant que le plus dévastateur pour ma mère serait la perte de l'un de ses enfants et j'ai trouvé un moyen d'enlever ces 2 enfants d'un seul coup. L'entretien était suivi par 2 spécialistes mais aussi par Charity qui se trouvait dans une pièce voisine. Paris y apparaît et c'est assez effrayant à voir comme le parfait exemple du psychopathe, froid, incapable de ressentir des émotions. Je vous invite vivement à aller regarder cette émission car bien qu'effrayante, elle est aussi très intéressante. Le docteur Casey Jordan, qui analyse de manière médico-légale les réponses de Paris dans l'émission, déclarera « La psychopathie ne se guérit pas, il ne veut pas et ne peut pas changer. Il peut être géré, c'est pourquoi il est en prison, mais cela ne partira jamais. À mon avis, il ne devrait jamais sortir. » Je voulais revenir avec vous aussi sur certains films de famille, car avec le recul, on y voit certains comportements inquiétants chez Paris. Hey. Let's see, bad and a bad. Mom, what's your least favorite word? My what? Your least favorite word? Buck. Or sis. I don't know. Wheelchair's children? Paris. Paris, what is your problem? I'm the ghost of Paris. You will suffer. I will kill you. See? En travaillant sur cette affaire, je me suis dit qu'il serait intéressant qu'on découvre ensemble quels peuvent être les signes qui montrent qu'un enfant pourrait devenir un psychopathe.
Je vous propose donc de découvrir ensemble 11 signes qui montrent qu'un enfant a des chances de devenir psychopathe. Alors oui, je dis des chances de devenir psychopathe car déjà, pour les enfants, on ne parle pas de psychopathie, on parle de troubles des conduites et ensuite personne n'est prédisposé ou pas à devenir un psychopathe. 80% des enfants diagnostiqués comme ayant un trouble des conduites ne deviendront pas psychopathes, mais ça veut aussi dire que 20% d'entre eux le deviendront. Ces signes sont des comportements, des façons d'agir que l'on retrouve très souvent chez ces enfants et qui peuvent être de bons indicateurs. Ce sont des enfants chez lesquels on va retrouver un faible niveau de culpabilité, une empathie réduite et une insensibilité. Le premier signe serait l'énurésie, mais pas seulement. Ces enfants auraient tendance à uriner contre des meubles ou encore contre d'autres enfants. Alors que l'énurésie nocturne peut être un signe de traumatisme, le fait d'uriner contre d'autres enfants montre une volonté de domination. Deuxièmement, on note une fascination pour le feu et la destruction. D'abord, cela se traduit par une fascination pour les flammes, puis petit à petit vient le désir d'allumer de petits incendies et parfois cela va même jusqu'à allumer des incendies criminels. Cette fascination se développe avec le temps, cela ne vient pas subitement. C'est une fascination qui devient grandissante au fur et à mesure pour le feu et sa capacité de destruction. Le troisième, et sans doute le plus connu, c'est le fait de blesser des petits animaux, parfois même jusqu'à les torturer ou les tuer. Cela commence par un intérêt à vouloir blesser les animaux et les premières victimes sont souvent les animaux en peluche. Ils peuvent leur arracher tous les membres, ils peuvent aussi les mettre dans la porte et claquer la porte sur leur tête, ils peuvent les jeter dans les toilettes et ils peuvent aussi parfois tenter de leur mettre le feu. Souvent, ce qui pousse les parents à consulter, c'est lorsque les enfants s'en prennent aux animaux domestiques de la famille. Un jour, Charity a surpris Paris jetant des grenouilles par la fenêtre de sa chambre. Effarée, elle se précipita pour voir Paris afin de savoir ce qu'il se passait. Ils sont ensuite descendus tous les deux pour voir ce qu'il en était en bas, et là, ils virent une grenouille encore vivante en train d'agoniser. Charity voulut alors abréger les souffrances de la pauvre bête, mais Paris refusa. Il voulait la voir souffrir, il voulait voir la vie quitter ce petit animal. Le quatrième signe serait la tricherie avec des amis, des ennemis ou des personnes lambda. Ces enfants usent souvent de fraude et de manipulation. Ils vont par exemple souvent voler de l'argent ou des jouets. Voler des jouets, ce n'est pas un véritable signe, mais un enfant qui va voler des jouets indifféremment à un ami, un ennemi ou une autre personne lambda est un phénomène assez inquiétant. C'est vraiment la non-distinction de l'enfant entre ces trois situations qui est révélatrice. Le cinquième signe serait un enfant qui va ignorer les pleurs d'un autre enfant. Ces enfants ne seraient pas capables de reconnaître le stress ou la détresse sur le visage des autres. Donc, s'il voit un autre enfant pleurer, il ne réagira pas, il ne verra pas la dimension problématique, il n'aura aucune empathie. Cette incapacité à détecter les émotions sur les visages des autres fait souvent de ces enfants des enfants agresseurs. Lorsqu'un enfant a peur, pleure, cela est perçu inconsciemment par l'autre enfant comme un signe de soumission qui désamorce souvent l'attaque, l'altercation. Mais pour les enfants souffrant de troubles des conduites, ils ne percevront pas ce signe de soumission et attaqueront au contraire plus facilement. Ils ont du mal à déterminer si l'autre est dans une position de désir de dominance ou de soumission. Ainsi, de leur point de vue, tout le monde est potentiellement menaçant. Le sixième signe serait le fait d'être dominant par rapport à une figure d'autorité, comme par exemple attaquer un enseignant, mais cela peut être n'importe quelle figure d'autorité. Ça commence avec les parents, la famille, les professeurs et parfois ça peut même être avec la police. Ces enfants ne ressentent pas la peur. Alors bien évidemment, c'est plus grave si l'enfant utilise une arme lors de l'attaque. Alors c'est différent d'attaquer quelqu'un pour le dominer et d'attaquer quelqu'un en utilisant une arme car dans ce cas-là, ça implique une volonté de faire un maximum de dégâts, voire des dégâts mortels. Je vous renvoie d'ailleurs sur ma vidéo sur William Cornick. Si vous ne l'avez pas déjà vue, c'est vraiment un bon complément à cette vidéo. Je vous invite à aller la regarder, je vous mettrai le lien en description car ça illustre parfaitement notre propos. Le septième indicateur serait un enfant qui commet un crime seul. Souvent les enfants commettent des crimes ou des méfaits en groupe. Ainsi, ils sont soumis à l'excitation du groupe et ensemble ils se laissent entraîner, influencés par l'effet de groupe. Ils ne mesurent pas forcément les conséquences de leur acte et prennent de plus en plus de risques. Ils finissent alors par commettre
un crime. Il y a parfois une forme d'excitation collective partagée par l'ensemble du groupe. Mais un enfant qui commet un crime seul, ça, c'est particulièrement inquiétant. Il arrive aussi que des enfants en groupe, après avoir vu un film ou une série, fantasment sur un crime, comme par exemple rentrer par effraction pour aller voler quelque chose. Eh bien, les enfants atteints de troubles des conduites intègrent dans leur fantasme systématiquement le fait de faire mal à quelqu'un. Alors ça va être par exemple assommer le vigile ou alors assommer les propriétaires des lieux. Les autres enfants, quant à eux, ne pensent dans leur fantasme qu'à la façon dont ils vont pouvoir s'en sortir. Le 8e indicateur serait le désir de voir des images ou des scènes dérangeantes. Ça, c'est vraiment lié au manque d'empathie. S'il y a par exemple un article avec un accident de voiture, eh bien ces enfants seraient déçus de ne pas pouvoir voir des photos des cadavres ou des personnes blessées. Il y a vraiment ce désir de voir des gens blessés ou des gens morts. Beaucoup d'enfants souffrant de ce manque d'empathie disent vouloir voir quelqu'un mourir. L'enfant ne veut pas toujours être la cause de la mort, mais il veut voir la mort. Après, lorsqu'il veut être à l'origine de la mort, c'est encore plus inquiétant. Paris a avoué avoir pris du plaisir à tuer sa sœur. Il a même dit « Je sais à présent ce que ressentent les tueurs en série ». Le 9e signe est qu'ils vont être intrépides avec les conséquences. Ils n'ont pas peur des sanctions ni de la punition. Ils n'ont même pas peur de la douleur physique. Alors cela est lié au fait que les psychopathes ne ressentent pas la peur. On observe qu'après la punition, ils reprennent leur mauvais comportement presque immédiatement. Le 10e signe, c'est qu'ils vont avoir tendance à intimider les autres. Il y a un désir de provoquer la peur chez les autres enfants. Ils ne reconnaissent pas la peur, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne savent pas qu'elle existe chez les autres. Et enfin, les carences parentales, des parents froids, ayant des réactions négatives dans leur interaction avec les enfants, des parents qui ne font jamais de retour positif à l'enfant, qui sont très critiques, eh bien tout cela peut favoriser des risques de psychopathie. Dans le cas de Paris, c'était le contraire. Sa mère était aimante et compréhensive, mais selon moi, l'arrivée d'Ella fut un déclencheur pour Paris. Il faut aussi considérer le fait qu'il avait un QI particulièrement élevé, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Bien évidemment que ces signes ne font pas office de vérité absolue. Certains enfants peuvent cocher certaines cases sans pour autant devenir des meurtriers psychopathes, froids et insensibles. Mais ces signes peuvent tout de même être annonciateurs d'une psychopathie naissante. Je vous avoue que je suis assez inquiète pour Charity. Pendant 10 ans, elle a continué à soutenir son fils malgré ce qu'il avait fait. Je vous avais demandé si vous pensiez que l'amour pour un enfant était inconditionnel. À présent, après avoir écouté cette affaire, j'aimerais bien connaître votre ressenti. Pensez-vous que Charity a eu raison de soutenir Paris et qu'auriez-vous fait dans cette situation? J'espère qu'elle saura se protéger et protéger son petit phénix lorsque Paris sortira. J'espère que tout se passera bien pour elle. Après avoir travaillé sur cette affaire, je vous avoue qu'elle me glace un peu le sang. Savoir qu'un jour il sortira de prison malgré sa dangerosité est selon moi loin d'être rassurant. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout avec moi. Si c'est le cas, vous pouvez me le signifier en mettant dans les commentaires et là. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à jouer le jeu et je vous en remercie car ça m'aide beaucoup, ça m'aide au référencement. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez aussi la liker. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne. Mais jusque-là surtout, restons prudents!